Un lundi matin de l'année 1978, le directeur du département de psychologie de l'université de Harvard aux États-Unis, M. Rosenthal, retenez bien son nom, il est important dans notre métier, M. Rosenthal a réuni 12 parmi ses meilleurs étudiants. Et il leur a tenu un discours qui a dû ressembler à ce que je vais essayer de rappeler. Il réunit ses étudiants et leur dit « Mes chers amis, nous voulons vous proposer de participer dans le cadre de votre cursus universitaire à une expérience totalement nouvelle. Nous disposons, vous le savez, au sein de l'animalerie de l'université de Harvard, d'une collection de jeunes rats. Et cette collection de jeunes rats est donc issue d'une sélection sur plusieurs générations de géniteurs ayant obtenu les meilleurs résultats aux tests auxquels nos différents travaux nous ont amenés à les soumettre. Ce sont des tests dits de labyrinthe. Ce sont donc des animaux qui ont en principe doués d'un potentiel remarquable, voire extraordinaire. Vous savez que dans les laboratoires, on soumet les rats à des expériences dites de labyrinthe et l'on étudie la façon dont les rats se sortent de nouveaux labyrinthes ou de labyrinthes de plus en plus compliqués. Donc M. Rosenthal explique à ses étudiants que depuis plusieurs générations, on a sélectionné les rats les plus doués et qu'on les a fait se reproduire entre eux. Donc les animaux en question, ceux qui ont été sélectionnés, sont des animaux doués donc d'une excellente génétique. Donc, leur dit M. Rosenthal, parmi ces jeunes rats, nous en avons choisi 36. Et en même temps, nous avons acheté 36 autres jeunes rats dans une animalerie de la ville. Donc des animaux ordinaires, produits par des éleveurs sans autre souci que de faire de l'argent, et des rats qui n'ont absolument pas été sélectionnés pour leur capacité intellectuelle. Il est donc assez vraisemblable que le potentiel de la plupart d'entre eux, de ces rats achetés dans l'animalerie, soit limité, voire très limité. Seront-ils même capables d'apprendre quoi que ce soit? C'est ce que nous vous proposons d'étudier. Nous allons confier à 6 d'entre vous 6 sujets issus de notre sélection et aux 6 autres sujets provenant des animaleries de la ville. Ni les uns ni les autres de ces animaux n'ont subi aucune expérimentation d'aucune sorte. Ce sont des animaux qui n'ont subi aucune formation, si l'on peut dire, d'aucune sorte. Il y en a 36 qui viennent de l'élevage de la faculté et 36 qui viennent de l'animalerie de la ville. Le projet est donc de soumettre tous vos pensionnaires au même programme d'entraînement et d'observer dans le temps les progrès de chaque individu. Et nous verrons bien alors s'il existe ou non une corrélation entre la capacité et la vitesse d'apprentissage et l'origine des individus. Autrement dit, nous verrons bien si les individus issus de Harvard sont plus doués pour apprendre vite et beaucoup que les individus issus de l'animalerie. Alors naturellement, les étudiants ont été enthousiastes, flattés, comme on peut le comprendre, d'avoir été sélectionnés pour étudier les éventuelles différences d'apprentissage entre des rats sélectionnés, un peu d'ailleurs comme les étudiants eux-mêmes, et d'autres qui ne l'étaient pas, un peu comme tous les autres étudiants qui n'avaient pas été sélectionnés par M. Rosenthal. Eh bien, les résultats ont été sans équivoque. Les États-Unis sont une grande démocratie qui entend donner sa chance à chacun, quelle que soit son origine. Mais les étudiants de Harvard durent en convenir très vite. Ce souci démocratique allait à rencontrer un vrai problème si l'on l'entendait l'étendre à la gente rat. Désormais, chez ces derniers, c'était l'inégalité des capacités en fonction des origines qui prévalait. Jugez vous-même. Au bout de 2 semaines, tous les rats, je dis bien tous les rats issus de Harvard, étaient en mesure de résoudre en quelques minutes n'importe quel problème de labyrinthe, si complexe fût-il. 15 jours de formation, les rats de Harvard se distinguaient tous. Et maintenant, qu'en était-il des rats prolétaires?
Eh bien là aussi, le résultat est sans appel. Dans le même temps, pas un rat, je dis bien pas un seul des rats prolétaires, n'était encore parvenu à résoudre complètement le plus simple des labyrinthes. Et plusieurs sujets n'avaient tout simplement pas commencé à aller au-delà de la ligne de départ. Donc, des individus sans aucun potentiel, comme l'avait bien anticipé M. Rosenthal. Par conséquent, des résultats particulièrement probants. Même probants au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Vous ne pouvez pas penser qu'il y aurait un tel écart entre les deux groupes de rats. Sauf qu'il y avait tout de même un petit problème. Le problème, c'est que pour des raisons de réglementation, l'animalerie de Harvard ne pratiquait aucune sorte de reproduction. Elle n'en avait tout simplement pas le droit. Il n'y avait jamais eu de rats sélectionnés, et ce n'était pas la moitié du lot de l'expérience qui provenait de l'animalerie de la ville, mais la totalité de tous les animaux de l'expérience. Il n'y avait pas deux groupes de rats, il n'y en avait qu'un seul. Et c'est là où l'on a trouvé la vraie démonstration de M. Rosenthal. M. Rosenthal venait de réussir une démonstration éclatante, mais pas celle à laquelle les étudiants avaient cru participer. La vitesse d'apprentissage des rats n'était pas fonction de leur origine, ils avaient tous la même, mais du regard que l'on portait sur eux. La façon dont les étudiants considéraient leurs pensionnaires avait un effet sur la façon dont ces pensionnaires apprenaient. C'est ce qu'on a appelé l'effet Pygmalion. De toute évidence, les étudiants qui ont cru avoir affaire à des sujets particulièrement intelligents ont dû leur manifester une forme d'empathie. Et au contraire, les individus réputés stupides, eh bien, on leur a manifesté plutôt du mépris. Et c'est cette différence, le fait que certains ont été observés de manière empathique et d'autres de manière méprisée, c'est cette différence, et elle seule, qui expliquait les différences dans les résultats obtenus. En psychologie, on appelle désormais ce phénomène l'effet Pygmalion, cette découverte de l'équipe Rosenthal qui s'applique aussi à notre espèce. C'est ainsi que l'on sait désormais comment le regard d'un professeur sur les capacités réelles de ses élèves n'est pas sans effet sur le taux des réussites de ces derniers. Ça a un effet absolument considérable. L'effet Pygmalion, pour intéressant qu'il soit, n'est pas ce qui retient maintenant mon attention, mais bien plutôt cette constatation connexe, quoi qu'il fasse, d'une manière ou d'une autre, l'observateur joue toujours un rôle dans le déroulement de l'observation. On ne peut pas faire une observation neutre. L'observation neutre n'existe pas, et tout résultat d'observation doit être considéré en tenant compte de cette réalité. Le psychologue a aussi démontré que les humains faussent toujours les résultats des tests. Les étudiants découvrent des compétences différentes à des rats dont ils croient les origines différentes.